C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum, vous écoutez Radio Nour à Libreville sur la 95 FM et à Port-Gentil sur la 102. Il est 16h au bord du Como et dans le studio vert de Matavea, c'est l'heure de votre première édition d'information de la semaine. Dans cette édition, nous parlerons de la conférence de Dominique Volton à l'Institut français de Libreville. Et le week-end dernier, l'auditorium de la maison Georges Rawiri a servi de cadre à la naissance d'un mouvement politique nommé Mon Gabon. Et cette semaine s'ouvre avec l'Assemblée générale portant sur le départ du ministre Roger Owonomba et les actes d'incivisme des populations. Ce sera avec Ida Ibinga dans les rues de Libreville. Avec Djibril Wanya, nous irons au bord de la Lolo Bouengidi pour parler de l'AG, de l'Ozosport. Adiza Adamou nous présentera la page musulmane et Ida Ibinga, la page internationale. Dominique Volton, directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique en sciences de la communication, le spécialiste des médias, de l'espace public, de la communication politique et des rapports entre sciences, techniques et société, celui qu'on nomme le pape de la communication, a donné un cours gratuit à l'Institut français de Libreville vendredi dernier. On l'écoute au sortir de la conférence. Pendant de très nombreuses années, communiquer, c'était soit transmettre des ordres, soit, quand la solution était d'égalité ou affective, de partager. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation complètement différente dans la mondialisation. C'est qu'en définitive, il ne suffit plus d'informer pour communiquer, parce qu'il y a trop de messages et que les récepteurs se mettent à résister. Donc la question qui se pose, c'est à quelles conditions va-t-on pouvoir informer pour que la communication existe ? Et c'est là où la question culturelle et politique se pose, c'est que le monde est tout petit, devenu transparent, ce qu'on appelle le village global, mais dans cette omniprésence de l'information et de la communication, on s'aperçoit que les différences culturelles, politiques, religieuses sont beaucoup plus importantes que les ressemblances. Et à ce moment-là, la communication dans le face-à-face des différences, c'est un processus de négociation pour négocier nos différences, les accepter et progressivement pouvoir se dire quelque chose. C'est pour ça que pour moi, demain, encore plus qu'aujourd'hui, communiquer, c'est négocier. Et quand cette négociation aboutit, eh bien, on cohabite. Cohabiter, c'est apparemment un mot modeste, mais c'est un mot très important parce qu'il veut dire à la fois qu'il y a de la coexistence entre les peuples, les cultures, les religions, les individus, mais qu'aussi on accepte de cohabiter, c'est-à-dire de faire quelque chose en commun du minimum. On sait qu'on est différent, on sait qu'on appartient à la même planète, on sait qu'il faudra du temps pour se comprendre, mais on accepte au moins le principe que la communication, c'est la cohabitation. Les techniques sont formidables, séduisantes, mais il ne faut jamais oublier qu'après la technique, il y a l'homme et que l'enjeu fondamental de la communication, ce sont les êtres humains. Et ce qui m'obsède en définitive pour le XXIe siècle, c'est comment faire pour que la communication, qui est une vertu, une valeur d'émancipation, reste une valeur d'émancipation et d'ouverture. C'est pour ça que je dis, la question de la communication pour le XXIe siècle, c'est la question de la paix et de la guerre. Si nous sommes capables de vaincre les techniques, de leur donner un horizon, de mettre toujours en avant la dimension humaine de la communication, de ne pas succomber sur le poids de la technique, alors nous ferons de la communication au XXe siècle un grand progrès vers la cohabitation. Si jamais nous succombons uniquement à l'idéologie technique et qu'hélas nous ne sommes pas capables de traiter tout ce qui nous sépare, alors nous risquons hélas d'avoir une information et une communication qui nous éloignent les uns les autres. C'est pour ça que je dis que la communication avec l'écologie, c'est un des grands défis de paix et de guerre pour le XXIe siècle. Communiquer, c'est négocier et cohabiter. Voilà à l'instant Dominique Volton, directeur de recherche au CNRS. Il a fondé en 1988 et dirige la revue internationale Hermès. Il est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages traduits dans une vingtaine de langues. À cette conférence, de nombreux journalistes, des spécialistes de la communication. Lordine Oyan, journaliste à nos télévisions, nous donne son sentiment. Il faut dire que j'ai été beaucoup marquée par le thème qui a été développé. Et ce sont des faits réels qu'on vit dans nos sociétés et particulièrement au Gabon. Aujourd'hui, la communication n'est plus au centre de plusieurs choses. Aujourd'hui, les gens mettent la communication de côté, chacun reste omnibulé dans son coin et il fallait que les gens soient à nouveau édifiés, instruits à
promouvoir la communication. C'est ce que j'ai retenu. J'étais beaucoup marquée lorsqu'il a dit la communication, c'est la diplomatie. La communication, c'est la diplomatie. La communication, c'est la politique. Et c'est vrai, en fait, on ne peut pas faire de communication sans parler de diplomatie. Parce que même lorsqu'on n'aime pas l'autre, on est obligé de communiquer. Parce qu'on vit ensemble, parce qu'on est appelé à être ensemble, on est appelé à partager des idées. C'est justement la raison pour laquelle il est important de communiquer et c'est ce que j'ai retenu. Merci à Dinoyan. L'auditorium de la maison Georges Rawiri a abrité l'Assemblée générale du mouvement Mon Gabon. C'était le week-end dernier. Pour plus de détails, notre reporter Ida Ibinga. La salle auditorium de la maison Georges Rawiri a servi de cadre au mouvement Mon Gabon, qui est un mouvement citoyen et républicain le week-end dernier. Portant sur l'Assemblée générale constitutive, disons que cette Assemblée générale qui a vu l'installation du bureau du mouvement Mon Gabon. Ce mouvement a pris naissance le samedi 9 novembre 2019. Il était question de mutation de jeunesse en mouvement Mon Gabon. On écoute un extrait de l'allocution du président, M. Habib Vivian Chinga. J'éprouve un plaisir et un honneur appuyer ce jour, samedi 9 novembre 2019, car il y a près de 2 ans, avec certains de mes amis ici présents dans la salle et d'autres absents pour des raisons diverses, avons pris la décision de mettre en place une association politique dont l'ambition était de participer à la vie politique et sociale de notre pays, sans parti pris, mais avec tous les enfants de notre cher Gabon. Les débuts, vous l'imaginez bien, ont été difficiles. Je dois dire que nous avons été acculés de partout, parce que les gens ne voyaient aucunement notre action prospérer. Certains allaient même jusqu'à nous traiter de naïfs, blagueurs et que sais-je encore. Mais nous nous sommes accrochés. Nous sommes restés agrippés à notre idéal, qui est celui de donner une image nouvelle à la politique dans notre pays, avec en filigrane comme objectif le bien-être de nos concitoyens, notre bien-être à tous. On écoute ensuite le secrétaire général du mouvement, Dr Eric Simon-Zuobian. Vous avez été invité à cette cérémonie justement pour assister à la naissance d'un mouvement nouveau, citoyen et républicain, dénommé Mon Gabon. Notre objectif, faire la promotion du patriotisme, donc l'amour de la patrie. Ensuite, nous voulons faire la promotion du respect des valeurs de la République, union, travail, justice. Et nous voulons surtout promouvoir le respect des institutions. Car il n'est pas possible d'être un républicain si on ne respecte pas les valeurs de la République. Nous voulons remodeler le paysage politique en proposant aux politiques la méthode réelle à suivre. Nous ne comprenons pas qu'un pays comme le nôtre, aujourd'hui, ne soit pas véritablement mis en valeur sur le plan idéologique, notamment en ce qui concerne la politique, que sur le plan de l'action en tant que telle. Je parlais tantôt de ce qu'aujourd'hui nos concitoyens éprouvent des amours à l'égard des politiques. Et tout ceci mérite d'être réfléchi et mérite d'avoir des solutions. Ce mouvement a pour ambition de concilier tous les Gabonais autour de la question du bien-être commun et le vivre ensemble. C'était votre envoyé spécial Ida Ibinga pour le compte de Radio Nord. Merci Ida Ibinga pour ce reportage. Après son maintien, on passe à présent à l'actualité toujours sur le plan local. La Cour du ministère du Budget et des Comptes publics a servi de cadre à la tenue d'une assemblée générale portant sur le départ du ministre Roger Owonomba, ministre de l'Économie, des Finances et de la Solidarité nationale. Plus de détails avec Ida Ibinga. La Cour du ministère du Budget et des Comptes publics a servi de cadre à l'Assemblée générale. D'entrée de jeu, la prière est au rendez-vous, suivi de quelques moments d'ambiance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il était question du départ de M. Roger Owonomba, ministre de l'Économie, des Finances et de la Solidarité nationale. Ce dernier met le dialogue en dernier plan. Je vous propose d'écouter M. Mvou Osialas, président porte-parole de COSEREF. Merci déjà de l'opportunité que vous nous offrez de venir couvrir cette Assemblée générale. L'Assemblée générale demande sans embâche le départ de M. Roger Owonomba, ministre de l'Économie, des Finances et des Solidarités nationales, simplement parce que depuis l'arrivée de ce monsieur, le dialogue est rompu entre les partenaires sociaux et l'administration des finances. Nous étions avec M. Jean-Fidèle Otando presque en train de signer une trêve sociale. Nous n'avons pas compris le départ de M. Otando et l'arrivée de M. Roger Owonomba, à qui nous avons donné plus de 3 mois, afin qu'il puisse prendre
connaissance des dossiers. Malgré toutes les tentatives, nous n'avons reçu que la force. Il a amené les policiers pour nous tabasser. Il a demandé à ce qu'on puisse nous arrêter jusqu'à ce qu'il ait demandé mon affectation sur Koulamoutou en violation flagrante des conventions collectives avec l'OIT, des conventions avec les travailleurs gabonais. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au bout du souffle parce que avec M. Otando et le gouvernement passé, nous avions signé un protocole d'accord qui disait que l'ensemble des primes devaient être payées au dernier jour ouvrable du mois. Nous constatons depuis, et pour le regretter, depuis l'arrivée de M. Roger Ovonomba, qu'aucun des engagements pris n'a été tenu. Cette assemblée générale a vu la participation des différents agents des services administratifs ainsi que des régies financières. C'était votre envoyé spécial Ida Ibinga pour le compte de Radio Nord. Le reboisement de notre capitale gabonaise connaît certaines difficultés face aux actes d'incivisme de nos populations. Dans les rues de Libreville, nous suivons notre reporter Ida Ibinga qui nous fait le constat. Le reboisement de la capitale gabonaise rencontre des difficultés dues aux actes d'incivisme des populations qui détruisent à leur passage des arbustes, des palmiers qui permettent de donner de l'éclat à cette ville de Libreville. Je vous propose d'écouter la réaction d'un de nos compatriotes. De toute façon, d'abord, c'est un problème de sensibilisation. Il faut toujours expliquer aux populations à quoi ça sert, parce que les gens ne savent pas à quoi ça sert. Déjà, donc sensibiliser. 2, la mairie aussi doit mettre des poteaux indicateurs. Vous allez me dire que tout le monde ne sait pas lire, mais c'est toujours la sensibilisation. Et 3, on peut pousser un peu plus loin. Peut-être que certains veulent retrouver les anciens PK, la nostalgie. Parce que comment expliquer qu'on va détruire quelque chose qui est embelli? Moi, je suis enseignant de biologie, ça donne de l'oxygène. Vous voyez, quand il fait excessivement chaud, ça produit de l'oxygène. Mais s'il y a peu d'arbres, vous voyez qu'on se met à transpirer. Donc, il est temps que les pouvoirs publics, surtout la municipalité, sensibilisent à travers les chefs de quartier surtout. Il faut faire travailler les chefs de quartier. Les chefs de quartier doivent sensibiliser. Ensuite, il faut éduquer les gens. Maintenant, après, il faut sévir. Nous devons préserver notre environnement et le protéger. C'était votre envoyé spécial Ida Ibinga pour le compte de Radio Nord. Merci Ida Ibinga pour ce reportage. Après son maintien en première division nationale de football, l'Ozo Sport, le club du département de Mulundu dans l'Ogooué-Lolo, a organisé ce week-end son assemblée générale ordinaire afin de préparer la saison à venir. On écoute Djibril Wanya du côté de l'Astourville. C'est en présence d'une assistance finalement pas conséquente que le bureau directeur de l'Ozo Sport, association sportive du département de Mulundu dans l'Ogooué-Lolo, a rendu public les rapports d'activité et financiers de l'exercice 2018-2019. Au plan moral, le maintien en première division après avoir remporté les barrages face à Oyem Athletic Club et la finale de la Coupe de la Ligue perdue face à Manga Sport sont de véritables satisfactions. Cependant, le financement de ces activités a été un chemin de croix. Ceux qui sont censés tenir la baraque au plan financier, au niveau de Mulundu, c'est un top 3. Jolie Simongo, il en a l'habitude, il sait ce qu'il a fait. Le ministre Max Lemoukou, le secrétaire général de Dodo Kungenza, ces 3 personnalités, si elles sont parties prenantes, si elles sont volontaires, déterminées, ça nous limite les dégâts. Comme vous l'avez bien, vous le soulignez si bien, nous sommes déficitaires comme tout le club d'ailleurs. La question aujourd'hui se pose en termes de contribution des fils et filles de Mulundu et Lugogo sur évidemment le niveau de contribution qu'ils doivent apporter à nos clubs. Parce qu'il est clairement défini aujourd'hui que nous ne pouvons plus faire avec la main de l'État parce que l'État ne pourra plus tenir ses engagements. Donc, l'objectif de cette assemblée, c'était d'interpeller le maximum de fils et filles de Mulundu à venir prendre leurs responsabilités quant à l'avenir de l'Ozo Sport. Le championnat démarre le 23. Les mécanismes de cette fois, il faut qualifier rapidement nos joueurs. Il faut faire en sorte que les contrats et tout ce qui va avec soient faits prêts pour pouvoir faire en sorte que nos joueurs reprennent part à la compétition le 23. Ça, c'est ce qui est préconisé dans l'urgence. Pour la saison prochaine, le bureau encore en activité exhorte les filles et fils de la province de l'Ogooué-Lolo à mettre en place un système de contribution capable au club d'avoir des fonds en temps voulu. Le prochain conclave permettra de fixer le cap pour la saison sportive 2019-2020. À présent, ouvrons la page musulmane avec Adiza Adamou. Assalamu alaikum Adiza.
Walaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle en Égypte de l'ONU qui accable le président Sissi de la mort de Morsi. Au Niger, on évoque la visite du président Mahamadou Issoufou à Difa. On parle aussi en Irak des réunions secrètes à Bagdad en présence irakienne. On ouvre la page musulmane de ce jour au Niger avec la visite du président Mahamadou Issoufou à Difa. Le président nigérien Maël a rendu visite samedi dernier aux soldats déployés à Difa. Ce déplacement a été consacré aux questions sécuritaires dans cette zone de l'Est du Niger confrontée à des attaques incessantes. Le président Issoufou a adressé des remerciements aux soldats déployés sur le front et a également tenu un conseil de défense exceptionnel délocalisé à Difa pour tenter de cerner de plus près les problèmes sécuritaires qui se posent dans cette région. C'est devant plusieurs centaines de soldats nigériens, français et américains que s'est adressé à eux le président à l'état-major de la zone de défense numéro 5 de Difa où siège aussi l'état-major de la force mixte multinationale du lac Tchad. Et quelque temps après, il a présidé pour la première fois à l'intérieur du pays le Conseil national de la sécurité pour la zone de Difa. On poursuit l'actualité dans le monde musulman en Égypte où l'ONU accable au président Sissi de la mort de Morsi. Des experts indépendants de l'ONU ont rendu un verdict accablant indiquant que la mort de l'ancien président d'Égypte, Mohamed Morsi, pourrait s'apparenter à un assassinat arbitraire sanctionné par l'État. Dans un rapport rendu public vendredi dernier, des experts indépendants de l'ONU ont rendu un verdict accablant le pouvoir du Caire incarné par Abdel Fattah al-Sisi. Selon ces experts, la mort de l'ancien président égyptien pourrait s'apparenter à un assassinat arbitraire sanctionné par l'État. Ce rapport, dans lequel on recommandait la publication d'une enquête impartiale sur tous les prisonniers morts dans des prisons en Égypte depuis 2012, voit le jour 5 mois après la mort brutale de Mohamed Morsi. En Irak, on parle des réunions secrètes à Bagdad avec une partition iranienne. Plus d'un mois après le début des manifestations antigouvernementales reprimées en octobre dernier, des affrontements opposent une nouvelle fois forces de l'ordre et contestataires en Irak. D'après l'agence de presse, les violences font suite à un accord conclu entre les dignitaires religieux et politiques irakiens en présence de l'Iran. Il y aurait eu plusieurs réunions secrètes autour de 3 hommes forts, le versatile leader politique irakien Moqtada al-Sadr, le fils de l'ayatollah Ali al-Sistani, plus haute autorité chiite du pays, et enfin le général iranien Qassim Soleimani, commandant des opérations militaires à l'étranger de la République islamique d'Iran. En Tunisie, le Premier ministre et le président de l'Assemblée doivent être connus dans la semaine. Le parti Ennahda arrive en tête des législatives d'octobre, a tenu ce week-end son conseil de la Choura. L'organe consultatif du parti, il a désigné Rachid Ghanouchi comme candidat à la présidence de l'hémicycle. Voilà donc Maël les informations du jour dans le monde musulman. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum. Nagode Adiza Adamou avec Ida Ibinga. Ouvrons à présent cette fois la page internationale. Assalamu alaikum Ida. Wa alaikum salam Maël. Voici le sommaire de notre actualité internationale. En République démocratique du Congo, une nouvelle poussée de tension au sein de la coalition au pouvoir. Ajoutant l'actualité africaine, en Côte d'Ivoire, les syndicats de fonctionnaires en colère contre la nouvelle CEMU. En Roumanie, pour parler des présidentielles, Klaus Laoni en tête au premier tour. Enfin en Bolivie, le président bolivien Evo Morales annonce sa démission. Développement des titres, c'est tout de suite. On déroule d'actualité internationale en République démocratique du Congo. Les escarmouches se poursuivent entre les partisans de l'ancien chef d'État, Joseph Kabila, et du nouveau président, Étienne Tshisekedi. De Kinshasa à Lubala, en passant par les réseaux sociaux, les militants des deux camps multiplient leurs actes hostiles en mettant en mal l'image de la coalition au pouvoir. Ajoutant l'actualité africaine en Côte d'Ivoire, les syndicats des fonctionnaires en colère contre la nouvelle CEMU. Les syndicats de fonctionnaires reprochent au nouveau système de santé de dysfonctionnements qui empêchent de pouvoir se soigner correctement. Ils demandent donc le rétablissement temporaire de la nouvelle mutuelle. Rappelons que depuis le 1er octobre dernier, les fonctionnaires ivoiriens sont soumis au nouveau système de sécurité sociale. Comme tous les Ivoiriens, ils ont dû passer à la CEMU, la couverture maladie universelle, mais ces débuts connaissent quelques difficultés, notamment dans le remplissage des bons, autrement dit les feuilles de soins. L'actualité se poursuit en Roumanie
Roumanie pour parler des présidentielles. Klaus Laoni en tête au premier tour. Notons qu'au soir du premier tour de la présidentielle en Roumanie, les premiers sondages sortis des urnes donnent le chef d'État sortant Klaus Laoni largement en tête. Rappelons tout de même que les premières estimations ont confirmé les résultats attendus. Celui du chef d'État sortant arrive en tête de l'élection présidentielle en Roumanie. Klaus Laoni est crédité de 39% de voix selon les deux sondages réalisés à la sortie des urnes. Ajoutons que l'ex-première ministre social-démocrate Viorica Dancila arrivera en deuxième position avec 22,5% de suffrages. En clôture d'actualité internationale en Bolivie, le président bolivien Evo Morales annonce sa démission. Morales a annoncé dimanche dernier sa démission après 3 semaines de fortes protestations contre sa réélection à un quatrième mandat. Alors que l'armée et la police venaient de lui demander de quitter ses fonctions, soulignant que la situation est tendue à la base alors que le pouvoir est vacant. Après 3 semaines de manifestations lâchées par l'armée, Evo Morales a finalement cédé. Je cite, « Je renonce à mon poste de président », fin de citation, a déclaré dimanche dernier le leader indigène de 60 ans au pouvoir depuis 2006. Merci Maël, merci fidèle leader, c'est tout pour cette page internationale. Merci Ida Ibinga, merci Axel Kumba pour la mise en onde de cette édition d'information. À la coordination de cette édition, Ida Ibinga. À la présentation, Maël Manomba de Mwabi. Assalamu alaikum.